maximale de 33 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, la situation des écoles était au centre de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui s'est tenu hier à la primature. Le comité a pris connaissance du contenu du document élaboré par le comité restreint mis en place auprès du ministère de l'Éducation nationale. Ce document propose des pistes de solutions pour rendre effective la rentrée scolaire 2024-2025 le 4 novembre prochain. Autre volet de l'actualité de ce mercredi 16 octobre 2024, clap de fin pour la session spéciale de la Cour d'assises consacrée aux crimes économiques et financiers. Sur les 51 affaires inscrites au rôle, 3 ont été renvoyées, dont celle dite achat de l'avion présidentiel et équipement militaire à la prochaine session. Les peines et condamnations prononcées sont les réclusions à perpétuité, les réclusions criminelles à temps, les emprisonnements fermes et avec sursis. La Cour a également prononcé le remboursement de plus de 110 milliards de francs CFA à l'État. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui l'économie verte au Mali, qui est un levier essentiel pour un développement durable et inclusif. Enfin en sport, 4e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Les Aigles qui avaient besoin d'une victoire pour décrocher le précieux sésame pour le Maroc n'ont pu faire mieux qu'un match nul 0 but partout face à la Guinée-Bissau. Les nôtres doivent donc attendre pour la qualification. Dans la même poule, le Mozambique s'impose face à Eswatini 3-0. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridou Matina. Voilà pour le sommaire. Nous commençons cette édition par cette série d'audiences à Koulouba. 2 nouveaux ambassadeurs du Mali s'apprêtent à rejoindre leur poste dans les prochains jours au Rwanda et au Nigeria. Il s'agit de Mamadi Camara, ambassadeur du Mali au Rwanda, et Cheikh Omar Koulibaly, ambassadeur du Mali au Nigeria. Avant de prendre fonction, ces 2 diplomates ont été reçus par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ils sont venus recueillir les conseils et les orientations du chef de l'État. Les 2 diplomates promettent d'œuvrer au renforcement de la coopération entre le Mali et ces 2 pays. Compte rendu, Mamadou Fane. Redynamiser et densifier la coopération entre notre pays et le Rwanda, c'est la mission assignée au nouvel ambassadeur du Mali au pays des 1000 collines. Avant de rejoindre son poste, le nouvel ambassadeur du Mali au Rwanda, Mamadi Camara, a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui lui a transmis des instructions pour le bon accomplissement de sa nouvelle tâche. Prendre ces conseils, ces instructions qui vont me permettre de renforcer et de développer davantage les bonnes relations de coopération entre la République du Mali et la République sœur du Rwanda. Il m'a demandé de prendre soin de nos ressortissants qui sont au Rwanda et de travailler beaucoup dans le cadre de l'AES avec mes homologues de ces pays frères. Autre diplomate qui s'apprête à rejoindre son poste, c'est le nouvel ambassadeur du Mali au Nigeria. Cheikh Omar Koulibaly aura désormais la lourde mission de hisser haut les relations entre notre pays et le Nigeria. Avant son départ, il est venu prendre conseil auprès du président de la transition, Cheikh Omar Koulibaly, ambassadeur du Mali au Nigeria. Il m'a brossé la situation de notre pays, ses attentes au plan international, au plan diplomatique. Il m'a donné des orientations fermes de manière à faire en sorte que le Mali puisse davantage affirmer son narratif par rapport à la situation de notre pays. Le Mali et le Nigeria entretiennent des relations depuis plusieurs décennies. Il s'agit pour le nouvel ambassadeur de pérenniser cette coopération sous-régionale. Je vous le disais en titre, la situation des écoles était au centre de la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui s'est tenu hier à la primature. Le comité a pris connaissance du contenu du document élaboré par le comité restreint mis en place auprès du ministre de l'Éducation nationale. Ce document propose des pistes de solutions pour rendre effective la rentrée scolaire 2024-2025 le 4 novembre prochain. Le Premier ministre a salué la qualité du travail abattu avant d'inviter chaque Malien à jouer sa partition en ces moments difficiles pour notre pays. Compte rendu, Mamadi Kone et Aliou Touré de la presse de la primature. La situation des écoles à quelques jours de la rentrée scolaire prévue pour le 4 novembre prochain. C'est autour de ce seul point que s'est tenue la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Le comité restreint mis en place auprès du ministre de l'Éducation nationale s'est penché sur la situation des écoles occupées, celles inondées et celles effondrées ou endommagées avant de faire quelques propositions. Dr Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale.
Le gouvernement de la République du Mali a mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale un montant de 600 millions de francs CFA pour remettre en état les classes et les latrines. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, a salué la qualité du document produit avant d'inviter chaque Malien à jouer sa partition. Dr Shogel Kokalamaïga. Que l'ensemble des Maliens puissent étudier le sort des enfants. Aujourd'hui, éteignons le feu qui est en train de brûler. Il ne faut pas qu'on s'arrête seulement à la fin de ces inondations. Il faut que dès maintenant, les acteurs concernés puissent rentrer dans une logique de préparation aux prochaines inondations. Parce qu'on ne sait pas, avec les dérèglements climatiques, on aura des situations extraordinaires presque chaque année. Que tout le monde s'implique à tous les niveaux. Les observations et contributions faites par les membres du comité devront enrichir le document. À noter que du 11 au 15 octobre 2024, 8 cas d'inondation ont été enregistrés à Bamako, Sikasso, Bougounissa et Kaï. 235 cas d'effondrement recensés, 2 pertes en vie humaine. Au total, plus de 4000 personnes ont été sinistrées. Du début de l'hivernage à ce jour, 677 cas d'inondation avec plus de 342 000 sinistrés ont été enregistrés au Mali. Un mot de l'actualité judiciaire à présent. Démarré le 1er juillet dernier, la première session spéciale de la Cour d'appel de Bamako est arrivée à terme. Sur les 51 affaires inscrites au rôle, seules 3 ont fait l'objet de renvoi, soit un taux d'affaires jugé de 94,11%. Les peines de condamnation prononcées au cours de cette session sont les réclusions à perpétuité, les réclusions criminelles à temps, les emprisonnements fermes et les emprisonnements avec sursis. La Cour a prononcé également le remboursement de plus de 110 milliards de francs CFA. Pour complément d'information, l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et équipement militaire a été renvoyée à la prochaine session. Compte rendu, Garibou Pérou. Dans les mailles de la justice, il suffit d'être innocent pour sortir sans écorchure. Après plus de 3 mois d'écoute, de débat pour la manifestation de la vérité, l'heure est au bilan. Le procureur général doctrinaire de la justice de proximité résume les résultats obtenus au cours de cette session de crimes économiques et financiers. Hamadoun Di Balobo Guindo, procureur général, près la cour d'appel de Bamako. Il y avait un total de 51 affaires inscrites au rôle et qui concernaient 181 accusés, dont 18 cas d'atteinte aux biens publics, 3 cas de blanchiment de capitaux et 30 cas relatifs aux infractions de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Au cours de cette session, la Cour a jugé 48 affaires et renvoyé 3 autres à une prochaine session. C'est ainsi que la Cour a prononcé 11 condamnations à des réclusions à temps, 6 cas d'emprisonnement ferme, 29 cas d'emprisonnement avec sursis, 77 cas d'acquittement, 30 cas de condamnation avec contumace. Au titre des amendes au profit de l'État, la Cour a prononcé la condamnation des accusés au paiement de la somme de 50 252 331 185 francs. Elle a aussi ordonné le remboursement de 111 607 710 528 francs. Au titre des dommages et intérêts, la Cour a prononcé au profit des victimes la somme totale de 498 500 000 francs. Des peines, des condamnations, des acquittements prononcés par la Cour rassurent l'ordre des bâtonniers. Mais Maître Diop résiste devant le charme des résultats et attire l'attention du procureur général. Maître Alassane Diop, représentant du bâtonnier de l'ordre des avocats. C'est avec fierté, monsieur le procureur, que je prends avec vous à l'instant qu'il y a eu plus de 60 acquittements prononcés par cette Cour spéciale pendant cette session. Mais monsieur le procureur général, attention au graphique. La justice n'est pas que graphique et statistique. La justice, c'est un idéal pour les populations, qu'elles se reconnaissent dans les décisions rendues par la justice. Message bien reçu, le premier président réserve à la corruption et à la délinquance financière un traitement exemplaire. Il engage donc les organes de poursuite car cette lutte pour lui est une exigence sociale. Faradji Baba, premier président de la Cour d'appel de Bamako. Les peines et condamnations prononcées au cours de cette session se présentent comme suit. Réclusion à perpétuité, réclusion criminelle à temps, emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis. Ces peines à première vue paraissent lourdes. Lourdes, elles ne le sont pas du tout. Elles traduisent la réponse de la société à des comportements déviants dont certains de ses membres ont fait montre. Au mépris de nos lois et de nos valeurs morales et sociétales. Nous ne cessons de le rappeler, la délinquance économique et financière met en péril les finances de l'État,
en les privant des ressources nécessaires. L'affaire la plus attendue est celle relative à l'achat de l'avion présidentiel et d'équipements militaires. Elle est renvoyée à la session prochaine pour complément d'information. Il est reproché aux auteurs les faits de faux en écriture, usage de faux, atteinte au bien public, corruption, trafic d'influence et favoritisme. AES, actualité. L'actualité de l'AES nous conduit tout d'abord au Burkina Faso où le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, alors président du Faso, est assassiné lors d'un coup d'État. Ce jour-là, une réunion s'est tenue au Conseil de l'Entente à Ouagadougou. Un commando armé fait irruption, ouvrant le feu sur les participants, tuant sur place Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. Ce drame reste un événement tragique dans l'histoire du Burkina Faso. Le rappel des circonstances de l'assassinat du père de la Révolution à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, c'est avec Amadou Ouedraogo de Radio Burkina. Le 15 octobre 1987, le Burkina Faso est plongé dans un drame qui a bouleversé son histoire. Ces jours-là, Thomas Sankara, leader charismatique et président du Faso, est brutalement assassiné lors d'un coup d'État sanglant. Alors qu'il présidait une réunion du Conseil national de la Révolution au Conseil de l'Entente, un commando armé fait irruption. En quelques minutes, Sankara et 12 de ses camarades révolutionnaires sont abattus. Ce coup d'État est orchestré par des hommes proches de Sankara, parmi lesquels Blaise Compaoré, jusque-là son fidèle compagnon et bras droit. Les raisons de ce renversement violent sont multiples. Des tensions internes au sein de la révolution, des divergences idéologiques ainsi que des influences et pressions internationales. À l'époque, Sankara dirigeait avec ses réformes radicales, son combat contre l'impérialisme et sa vision panafricaine. Ce tragique événement marque la fin brutale de 4 années de réformes audacieuses, au cours desquelles Sankara a tenté de transformer profondément le Burkina. Son héritage, malgré tout, continue d'inspirer des générations entières de jeunes Africains en quête de justice sociale et d'indépendance véritable. 37 ans après, le peuple burkinabé se souvient encore de ces leaders iconiques et l'histoire de cet assassinat reste gravée dans la mémoire collective, marquée par la quête incessante de vérité et de justice. Le procès ouvert le 11 octobre 2021 a pris fin le 6 avril 2022. Blaise Compaoré ainsi que Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré ont tous été condamnés à la réclusion à perpétuité. Ils étaient accusés de complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons lors du coup d'État de 1987. Oui, l'autre volet de l'actualité de l'AES nous conduit au Niger, où le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État, a signé le 14 octobre dernier une ordonnance déterminant le régime fiscal dérogatoire applicable aux activités d'importation, de production et de commercialisation du ciment gris SEM 2 35.5. Là-dessus, je vous propose le compte-rendu de Ali Oumarou de la Voix du Sahel. Au terme de cette ordonnance, les entreprises régulièrement installées au Niger et exerçant les activités d'importation, de production et de commercialisation du ciment gris CM2 32.5 bénéficient de l'exonération totale de la taxe sur les activités financières, sur les intérêts encourus non échus sur les prêts, de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les sources d'énergie destinées au fonctionnement des installations de production, de la taxe immobilière des personnes morales et de la taxe professionnelle, des droits et taxes perçus en douane, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion de la redevance statistique, du prélèvement communautaire de solidarité, du prélèvement de l'Union africaine sur le charbon destiné à la production du ciment gris CM1 32.5, de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion de la redevance statistique, du prélèvement communautaire de solidarité, du prélèvement de l'Union africaine sur l'importation de sachets d'emballage de ciment, de la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente et le transport à l'intérieur du ciment gris CM1 32.5 destiné aux ménages,
La mise en œuvre de ce régime fiscal dérogatoire induira une baisse très significative du prix du ciment gris CEM2 32.5 de l'ordre de 35% par rapport au prix actuellement pratiqué dans toutes les régions. La durée du régime fiscal dérogatoire est d'1 an renouvelable. En application de cette ordonnance, le ministre du Commerce et de l'Industrie a fixé par arrêté les prix plafonds de la tonne de ciment par région ainsi qu'il suit. Niamey 55 000 francs CFA, Dosso 56 000 francs CFA, Tawa 51 000 francs CFA, Maradi 57 000 francs CFA, Zender 58 000 francs CFA, Difa 59 000 francs CFA, Agadez 59 000 francs CFA et enfin Tilaberi 59 000 francs CFA. Cette mesure qui constitue un effort d'accompagnement supplémentaire de l'État aux populations nigériennes aura sans doute un impact social et économique positif. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES pour dire que l'activiste béninois Kémy Séba a été arrêté à Paris en possession d'un passeport diplomatique nigérien et d'un visa Schengen. Pourfendeur en chef de la politique française en Afrique, le président de l'ONG Urgence Panafricaniste, alors franco-béninois, avait en effet été déchu de sa nationalité française début juillet. 4 mois plus tôt, il s'était filmé en banlieue parisienne en train de brûler son passeport français. Le motif de son arrestation reste pour l'heure inconnu. Le Tchad a vu 25 000 réfugiés affluer au Soudan voisin pour échapper à la guerre au cours de la première semaine d'octobre, un record en 2024, et la situation est loin de se stabiliser après 18 mois d'un conflit d'une rare violence. C'est ce qu'a indiqué récemment l'ONU. Le coordinateur régional des Nations Unies pour les réfugiés, Mamadou Diambaldé, estime que la barre des 3 millions de personnes ayant fui le Soudan sera franchie dans les 2 à 3 prochaines semaines. On est presque à 3 millions, un désastre qu'il explique par l'intensification de la brutalité du conflit. Un rapport sur le trafic du bois illégal en RDC publié le 14 octobre dernier par l'ONG pour la défense de l'environnement Environmental Investigation Agency apporte de nouvelles preuves contre les plus grands exploitants forestiers industriels du pays. Le code forestier de la RDC est conçu pour éliminer progressivement les exportations de grumes, ces troncs d'arbres encore recouverts d'écorce. Il favorise ainsi le bois transformé. Malgré cela, les auteurs de ce rapport montrent que sur la période 2022-2023, près de 2 tiers de la production industrielle de bois n'a pas respecté cet objectif. Elle a été sous forme de grumes à destination notamment de l'Europe et de la Chine. Présidentielle américaine à 3 semaines du vote du 5 novembre prochain. Les sondages sont toujours aussi serrés, mais plusieurs enquêtes révèlent les difficultés de Kamala Harris. Selon ces sondages révélés par la chaîne de télévision NBC, la candidate démocrate est au coude à coude avec son adversaire républicain, l'ancien président Donald Trump, avec un soutien de 48% des électeurs enregistrés, soit une baisse de 5 points sur un mois. La dynamique engrangée par la vice-présidente sortante démocrate Kamala Harris il y a quelques jours semble donc s'essouffler. En tout cas, l'issue du scrutin est plus qu'incertaine que jamais, les deux adversaires étant au coude à coude avec un écart semblant encore se resserrer. La page sport dans un instant. L'actualité sportive est dominée par les qualifications de la CAN 2025 au Maroc. Hier, sur le continent, plusieurs rencontres au compte de la 4e journée ont été jouées. Ainsi, notre équipe nationale, les Aigles du Mali, sont allés faire match nul 0-0 en Guinée-Bissau. Un résultat qui permet aux Aigles de rester dans une bonne position dans le groupe I, en vue de la qualification pour Maroc 2025. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. Les Aigles du Mali en déplacement à Bissau à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc ont fait match nul hier 0-0 au stade du 24 septembre de Bissau contre les Djourtous. À l'issue de la rencontre, nos envoyés spéciaux Abdul Karim Kaba et Mamadou Sidibé ont recueilli les impressions des deux coachs, à commencer par Tom Saintfit, le sélectionneur des Aigles du Mali. J'ai vu une équipe de Guinée-Bissau qui est très bien jouée, très agressif, avec beaucoup d'émotions, une équipe forte avec beaucoup de qualité. Et au début, on a des problèmes de jouer notre jeu. On n'a pas contrôlé comme on a veut, mais on a créé quelques occasions. Deuxième mi-temps, la plus grande occasion pour moi, c'est 5 minutes
Dans le deuxième mi-temps, on a 3 tirs, Yves Bissouma, Bilal et je pense Aliou. Plus vite de tirs au but dans le 16 mètres dans zone d'action. On doit marquer ça. Et on n'a pas utilisé nos occasions qu'on a. Mais je dois dire que mon défense a aussi très bien joué. Gigi, tous les défenseurs. Parce que aussi Guinée-Bissau a créé de bonnes occasions. Match nul, c'est pas qu'on veut. Mais on a 8 points. On joue à Mozambique et à domicile contre Eswatini. Quand on gagne un match, nous sommes qualifiés. Nous sommes là jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a cherché les 3 points, mais n'a pas trouvé les 3 points. Mais bon, les prochains 2 matchs, le mois prochain, nous se battons pour 6 points. Dans ce groupe I, le Mozambique a battu 3-0 Eswatini. Ainsi, après la 4e journée, ce sont les Mbaba du Mozambique qui sont leaders avec 8 points grâce au goal average particulier. Suivi des Aigles du Mali, également 8 points. La Guinée-Bissau est 3e avec 4 unités et Eswatini, 1 point, est officiellement hors course. Ainsi, tout se jouera finalement dans ce groupe I lors des 2 dernières journées entre le 11 novembre et le 19 novembre. Au registre des nations qualifiées à l'issue de cette 4e journée, tout comme les étalons du Burkina Faso, les Lions indomptables du Cameroun et les Fennecs d'Algérie, plusieurs autres sélections du continent ont composté leurs billets hier pour la prochaine CAN au Maroc. Il s'agit des Lions de la Teranga du Sénégal, des Queens d'Ouganda, des Palanga Negras d'Angola, des Pharaons d'Égypte et les Léopards de la RD Congo. Quelques surprises ont été aussi enregistrées lors de cette 4e journée. La Côte d'Ivoire, championne en titre, a été battue hier 1-0 par la Sierra Leone, ce qui relance le suspense dans le groupe G, même si les éléphants sont toujours leaders dans ce groupe devant les Chipolopolo de la Zambie. Autre surprise, la défaite des Black Stars du Ghana 2-0 devant le Soudan. À 2 journées du terme, le Ghana est au bord de l'élimination avec seulement 2 points dans le groupe F. Le Soudan, lui, est 2e du groupe avec 7 points. L'Angola étant déjà qualifié. Au plan national, pour terminer, la Supercoupe Ben Oumar Sy, initialement programmée pour le samedi 19 octobre et qui doit opposer le champion en titre, le Djoliba Athletic Club, au Stade malien de Bamako, vainqueur de la Coupe du Mali, a été encore reportée. Selon le télégramme publié par la Fédération malienne de football, cet autre report à une date ultérieure est dû au retard pris dans la délivrance des licences de la saison en cours. Chronique de l'environnement. L'économie verte au Mali est un levier essentiel pour un développement durable et inclusif. Aujourd'hui, nous examinons comment cette approche transforme les communautés locales et dynamise l'économie nationale, quel est l'impact concret des projets verts sur le terrain et comment les programmes de formation proposés par Mali Fox Center NIETA intègrent les jeunes et les agriculteurs dans cette transition écologique. Chronique de l'environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Au Mali, l'économie verte est en plein essor, offrant des opportunités économiques tout en préservant nos ressources naturelles. Les communautés locales bénéficient directement des projets mis en place avec des retombées positives tant sur le plan socio-économique qu'environnemental. Dr Ibrahima Togola, président du conseil d'administration de Mali Force Center NIETA. L'économie verte, surtout si on prend le côté africain, le côté malien aujourd'hui, on peut dire que toutes nos économies sont des économies vertes. Pourquoi? Parce que le Mali, on dit que 80% de la population malienne vit de l'agro-silvopastoral, de ces secteurs-là, les secteurs agro-silvopastoral. Donc ces secteurs, c'est les secteurs primaires. Et donc ces secteurs primaires est tiré essentiellement de l'écosystème. Elle reste verte si elle est faite de façon mesurée, sans préjudice sur l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, si on assiste aussi à une exploitation abusive, par exemple, du côté du bois énergie, oui, la biomasse est faite pour être exploitée, on doit utiliser la biomasse, on doit satisfaire parce que 70 à 80% de la consommation énergétique finale du Mali, c'est la biomasse, et donc elle joue un rôle important. Mais est-ce que nous pratiquons la régénération de la forêt? Cette fois, ce que nous prenons dans l'écosystème, est-ce que nous le replantons? Donc ça, c'est un volet. Donc si c'est déséquilibré là, on ne peut pas dire que oui, elle est verte, parce que c'est la biomasse qui se régénère, mais ce que nous coupons est beaucoup plus que ce qui se régénère de façon naturelle
et nous-mêmes, on ne fait pas de replantation. Mali Force Center, Nieta, une structure pionnière dans le secteur, joue un rôle clé dans cette transformation. Et aujourd'hui, je pense que le Mali est en train de travailler sur l'agroécologie. Il y a des bonnes pratiques comme l'agroécologie qui permet vraiment de faire que le sol est vivant et comment nous pouvons donner au sol sa nature de vivre sainement et pour que chaque année, elle puisse nous donner plus de rendement. Donc, vous voyez, beaucoup de nos productions agricoles, on les fait, mais si on parle de quantité, c'est que c'est sur la superficie, mais pas sur le rendement. Alors qu'aujourd'hui, il est très important de travailler sur le rendement, améliorer les rendements, doubler, tripler les rendements, et donc en étant sur les mêmes sols pendant toute une vie. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, l'élevage aussi, qui est une pratique traditionnelle chez nous, mais qui n'est pas en stabilisation, et c'est la transhumance. Donc, les gens se déplacent avec aussi tout ce que nous connaissons. Donc, je pense aujourd'hui, oui, l'économie que nous avons, c'est une économie de fondation, qui est une économie verte, mais dans les pratiques qui doivent être beaucoup plus améliorées pour que ça puisse avoir plus d'impact et que l'agriculteur, l'éleveur, le pêcheur puissent avoir vraiment des revenus beaucoup plus importants. L'organisation propose des programmes de formation visant à intégrer les jeunes et les agriculteurs dans cette dynamique verte. Grâce à des ateliers pratiques et des formations continues, ils acquièrent des compétences en énergie renouvelable et en agriculture durable, leur permettant de devenir les acteurs du changement de demain. Dr Ibrahima Togola, président du conseil d'administration de Mali Force Center Nieta. Moi, je suis un passionné de la formation parce que ça fait toujours plaisir de donner une compétence à un jeune et qu'il l'utilise après. Donc je pense que c'est l'agriculture, les énergies renouvelables, l'environnement, l'écosystème, c'est un tout. Aucun pays ne peut se développer sans maîtriser son agriculture. Aucun pays ne peut se développer sans maîtriser son énergie. Parce que l'énergie, c'est-à-dire l'économie, c'est l'énergie transformée. Au-delà des initiatives, l'économie verte s'impose comme une véritable alternative pour un Mali résilient face aux défis climatiques. Alors, investir dans l'économie verte, c'est investir dans notre avenir. À 7h passées de 27 minutes à Dioïla se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été dans notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia. Les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.